Quelque chose que j'ai toujours trouvé absolument fou, c'est comment Staline n'a pas vu venir l'invasion de Hitler. En juin 1941, il était clair que l'Allemagne nazie allait envahir l'Union soviétique. Un important déploiement militaire était à la frontière. 3 millions de soldats allemands, 3600 chars et des milliers d'avions étaient en position, prêts à franchir la frontière à tout moment. Les espions soviétiques dont n'y connaissirent c'est bien ce déploiement. Leurs rapports affluaient à Moscou, avertissant que l'invasion était imminente. Certains ont même prédit la date précise de l'événement. Staline refusa pourtant de croire à une invasion imminente de l'Allemagne nazie. Lors d'une réunion, lorsqu'on lui présenta des preuves que les Allemands étaient sur le point d'attaquer, il explosa de colère, criant que la source de ces renseignements devait être envoyée, je cite, « chez sa putain de mère ». Le fait que Staline ait fait confiance à Hitler pour ne pas envahir est, à mon avis, absolument fou. Pendant des décennies, Hitler affichait son désir d'étendre l'Allemagne vers l'Est pour obtenir le Lebensraum, ou espace vital. Dans son livre tristement célèbre Mein Kampf, ou Mon combat, Hitler a clairement exprimé sa haine du communisme et de la race slave. Si tout cela ne suffisait pas comme preuve, dans les mois précédant l'invasion, Hitler avait rejeté les demandes soviétiques de conclure une alliance formelle avec l'Allemagne et l'Italie. Dans l'ensemble, pour toute personne dotée de bon sens, il était absolument évident que l'Allemagne nazie s'apprêtait à envahir. Pourtant, Staline n'y croyait pas. Même après le début de l'invasion et l'entrée de ses 3 millions de soldats, Staline refusait toujours d'accepter la réalité. Il s'accrochait en fait à la croyance absurde que l'attaque n'avait pas été approuvée par Hitler. Il voulait croire qu'il s'agissait d'une opération non officielle menée par quelques généraux allemands dissidents. Lors d'une réunion avec ses principaux ministres, il a même déclaré, et c'est une citation directe, « Hitler n'est sûrement pas au courant de cela ». En réalité, Staline était tellement convaincu que cela ne pouvait pas avoir été approuvé par Hitler qu'il a même proposé de contacter l'ambassadeur allemand pour résoudre ce qu'il espérait désespérément n'être qu'un malentendu. Ce n'est que lorsque l'ampleur énorme de l'invasion est devenue évidente que Staline a finalement accepté la vérité. Hitler l'avait trahi. Sous le choc et dans le déni, il quitta Moscou et se retira à la campagne. La question de la vidéo, pourquoi ? Pourquoi Staline n'a-t-il pas vu venir l'invasion apparemment évidente ? Comment Hitler a-t-il réussi à tromper cet homme autrement méfiant et cynique ? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions, mais d'abord faisons un aperçu de l'histoire de la montée vers l'opération Barbarossa. À la suite de la Première Guerre mondiale, les relations soviéto-allemandes étaient en fait assez bonnes. Les deux pays avaient quelque chose d'important en commun. Tous deux étaient considérés comme des puissances secondaires dans les traités de paix post-guerre. Au traité de Versailles, l'Allemagne a été forcée d'accepter toutes sortes d'exigences humiliantes. Elle a dû payer des réparations, assumer la responsabilité de la guerre et limiter fortement son armée. L'Union soviétique, elle, n'a même pas été invitée aux négociations. La Grande-Bretagne et la France lui ont imposé de fortes restrictions commerciales en raison de son régime communiste. C'est ce ressentiment commun qui a rapproché les deux nations. 4 ans après la fin de la guerre, ils ont rétabli des relations diplomatiques et sont convenus de coopérer militairement. Un point crucial de l'accord était qu'il autorisait l'entraînement des officiers allemands en Union soviétique. C'était avantageux pour les Allemands, car cela leur permettait de contourner les restrictions acceptées à Versailles. Les relations entre les deux États sont restées bonnes, et au cours des années suivantes, ils ont même signé 2 autres traités. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir en 1933. Les deux nations suivaient désormais des idéologies totalement contradictoires et leur relation a commencé à se détériorer. Hitler haïssait le communisme. Dans son livre Mein Kampf, il a clairement indiqué qu'il voulait l'éradiquer complètement. Dès son arrivée au pouvoir, il a interdit le parti communiste pro-soviétique et emprisonné ses membres. Il a aussi fermé des entreprises et arrêté des citoyens soviétiques. Cependant, malgré tout, Hitler ne voulait pas encore la guerre avec l'Union soviétique. Durant les années 30, l'Allemagne nazie a gagné en puissance. Elle se réarmait rapidement et utilisait son armée reconstruite pour exercer sa puissance. En 1936, elle a envoyé des troupes en Rhénanie, qui était une zone démilitarisée selon le traité de Versailles.
En 1938, elle a annexé l'Autriche. C'était une autre violation du traité de Versailles. L'Allemagne semblait plus forte que jamais et il n'avait pas peur de le montrer. L'Union soviétique paraissait faible. Quelques années plus tôt seulement, elle avait subi une énorme famine qui avait tué jusqu'à 9 millions de personnes. De plus, Staline, le despote tout-puissant de l'Union soviétique, purgeait les membres les plus compétents et expérimentés de l'armée. Avec la guerre qui semblait de plus en plus probable, il était clair que l'Union soviétique se trouvait dans une position extrêmement vulnérable. Conscient de cela, Staline tenta désespérément d'obtenir une alliance militaire avec la Grande-Bretagne et la France. Cependant, les négociations n'ont abouti à rien. La Grande-Bretagne et la France se méfiaient de Staline et craignaient tant le communisme. Les négociations se sont éternisées, mais n'ont pas avancé. Finalement, Staline s'est rendu compte qu'il n'y aurait jamais d'alliance avec la Grande-Bretagne et la France. Cela l'a poussé à changer de plan. À la surprise générale, il a choisi de s'allier à l'Allemagne nazie. Cela a conduit à un nouvel accord entre les deux pays, le tristement célèbre pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop. Bien que qualifié de pacte de non-agression, c'était en réalité une alliance. Il excluait la guerre entre les deux puissances et divisait secrètement l'Europe de l'Est en sphères d'influence allemande et soviétique. Une semaine plus tard, l'accord fut appliqué lorsque l'Allemagne envahit la Pologne. L'Union soviétique prit sa part convenue de la Pologne peu après. Pendant les 2 années suivantes, les deux nations coopérèrent de manière extrêmement étroite. L'Union soviétique fournit à l'Allemagne une énorme quantité de matières premières. Cela a fortement stimulé la production militaire allemande, l'aidant dans ses campagnes en Europe de l'Ouest. En échange, l'Allemagne fournit aux Soviétiques des équipements militaires et industriels de pointe. C'était une relation incroyablement bénéfique pour les deux parties. En fait, les deux sont devenus si proches qu'il y a même eu des négociations sur la possibilité que les Soviétiques concluent une alliance formelle avec l'Allemagne nazie et l'Italie. En novembre 1940, le diplomate soviétique Molotov s'est rendu à Berlin pour rencontrer Hitler et discuter de l'adhésion à l'Axe. Cependant, Hitler a refusé cette idée. Il a refusé certaines revendications territoriales de Staline, donc les discussions ont échoué. C'était le début de la fin du partenariat entre les deux pays. Quelques semaines plus tard, en décembre 1940, Hitler publia la directive numéro 21 autorisant la plus vaste campagne militaire jamais menée. Son nom de code était Opération Barbarossa. L'Allemagne nazie prévoyait d'envahir l'Union soviétique. Hitler et les nazis estimant l'invasion facile. En 6 semaines, ils avaient là conquis la France, pourtant bien plus avancée. Vaincre l'Union soviétique serait bien plus simple. Des préparatifs secrets débutèrent aussitôt. Dans les semaines précédant l'invasion, l'Allemagne nazie a rassemblé une immense armée le long de l'énorme frontière germano-soviétique. Elle était composée de plus de 3 millions d'hommes. Il était absolument impossible de la cacher. Malgré cela, Staline restait convaincu que Hitler n'attaquerait pas. Même lorsque ses espions l'ont averti de l'invasion imminente, il a refusé d'y croire. Finalement, le matin du 22 juin 1941, l'invasion a commencé. Les chars et l'infanterie allemands ont commencé à franchir la frontière et ont rapidement progressé en Union soviétique. En seulement 1 mois, les Allemands avaient capturé près d'1 million de soldats soviétiques et détruit presque toute la force aérienne soviétique. Hitler avait trahi Staline après avoir explicitement promis de ne pas attaquer l'Union soviétique. C'est exactement ce qu'il avait fait. L'Union soviétique était maintenant forcée de livrer la plus grande bataille de l'histoire humaine si elle voulait éviter d'être totalement conquise par l'Allemagne nazie. Voilà ce qui s'est passé. Malgré les signes évidents, Staline n'a pas vu venir l'invasion. Alors pourquoi pas ? Pourquoi n'a-t-il pas vu ce qui était si évident ? Eh bien, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous convaincre que je n'exagère pas quand je dis que c'était évident. Ça l'était vraiment. Voyons d'abord tout ce qu'Adolf Hitler a déclaré dans les décennies avant l'invasion. Il avait clairement exprimé sa haine à la fois du communisme et de la race slave. Par exemple, dans son livre Mein Kampf, il a longuement écrit à quel point il détestait l'Union soviétique. Pour lui, les dirigeants soviétiques étaient de simples criminels sanguinaires, la lie de l'humanité.
Il les a ensuite accusés de diriger le régime le plus cruel et tyrannique de tous les temps. Plus loin dans le livre, il a écrit « C'est une pure folie de nous allier à une puissance dont le maître est l'ennemi mortel de notre avenir ». Staline et les autres dirigeants soviétiques étaient parfaitement conscients de toutes ces déclarations. Après tout, ces déclarations étaient accessibles dans un livre public. Puisqu'elles avaient été écrites 15 ans plus tôt, il est compréhensible que les soviétiques ne les prennent pas au sérieux. Cependant, Hitler avait continué à exprimer ces mêmes opinions. Bien plus récemment, même après être devenu le dirigeant de l'Allemagne en 1934, il déclara que la défense de l'Europe contre le bolchevisme est notre tâche pour les 200 ou 300 prochaines années. Il ne cachait pas ses opinions. Aussi tard qu'en 1939, il a dit au haut-commissaire de la Société des Nations exactement ce qu'il prévoyait de faire. Il a dit « Tout ce que j'entreprends est dirigé contre la Russie. Si ceux de l'Ouest sont trop stupides et trop aveugles pour comprendre cela, alors je serai forcé de parvenir à un accord avec les Russes pour battre l'Ouest et ensuite, après sa défaite, tourner toute ma force concertée contre l'Union soviétique. J'ai besoin de l'Ukraine pour que personne ne puisse nous affamer comme ils l'ont fait lors de la dernière guerre. » Comme vous le voyez, il n'aurait pu être plus clair. Même sans ses déclarations publiques sur ses intentions, d'autres indices laissaient à penser que l'invasion était imminente en juin 1941. Un autre signe était le refus d'Hitler de laisser les soviétiques rejoindre l'Axe. L'Axe regroupait les régimes dictatoriaux d'Allemagne, d'Italie et du Japon. Au départ, ce n'était qu'une alliance entre l'Allemagne et l'Italie en 1936, puis en 1940, le Japon a rejoint l'alliance. Nombreux étaient ceux qui pensaient alors que la prochaine étape serait d'intégrer l'Union soviétique. C'était un régime dictatorial. Elle avait des liens économiques forts avec l'Allemagne et sa grande armée aurait nettement renforcé la puissance militaire de l'Alliance. En septembre 1940, des négociations ont débuté pour l'entrée des Soviétiques dans l'Alliance. Les nazis ont suggéré à Staline que l'Axe partage le monde ainsi. Le Japon contrôlerait l'Asie et l'Australie, l'Italie le nord-est de l'Afrique et le Moyen-Orient. Les Soviétiques obtiendraient en toute l'Asie centrale et l'Inde. Staline était à peu près d'accord avec le plan, mais avec une modification. Il voulait que la Bulgarie fasse partie de la sphère d'influence soviétique. Certains Allemands voulaient accepter l'accord. Le négociateur allemand Karl Schnorr a télégraphié à Berlin en disant, et je cite, « Compte tenu de l'état actuel des négociations ici, les déclarations de Molotov aujourd'hui doivent être considérées comme un signe surprenant de bonne volonté de la part du gouvernement soviétique. » L'important diplomate nazi Ribbentrop était également en faveur d'accepter l'accord. Cependant, Hitler n'a pas compris la réponse soviétique de la même façon. Il a dit à ses chefs militaires que Staline exigeait toujours plus. C'est un maître chanteur froid. Il a ensuite ajouté que la Russie devait être mise à genoux le plus rapidement possible. En vérité, Hitler avait probablement déjà décidé d'envahir l'Union soviétique. En fait, il avait déjà présenté un plan d'invasion à ses conseillers militaires 2 mois plus tôt. En novembre, il a cessé les négociations avec l'Union soviétique et signé la directive Nero 3 semaines plus tard, 21 qui ordonnait à l'armée de se préparer à l'invasion. Bien sûr, les soviétiques ne savaient pas que l'accord pour se partager le monde était annulé. En fait, en janvier 1941, le diplomate russe Molotov a même demandé pourquoi l'Allemagne n'avait pas répondu à la contre-proposition soviétique. Hitler n'a donné aucune réponse claire. C'était un indice non négligeable qu'il avait choisi la guerre. Pour rendre le message encore plus clair, en mars 1941, la Bulgarie a rejoint l'alliance de l'Axe. Si vous vous souvenez, c'est parce que Staline voulait le contrôle de la Bulgarie qu'il a en fait refusé le plan initial d'Hitler de diviser le monde. Le fait que Hitler ait maintenant laissé la Bulgarie rejoindre l'Axe mais pas l'Union soviétique était une déclaration très forte. Enfin, il y avait un troisième signe évident que l'invasion était imminente, l'énorme renforcement militaire. Cela a en fait commencé presque une année entière avant que l'invasion n'ait réellement lieu. Dès juillet 1940, la police secrète soviétique a informé Staline que les Allemands avaient commencé à construire de nouveaux aérodromes près de la frontière. Le mois suivant, il y a eu des rapports indiquant que les Allemands allaient envoyer environ 120 divisions, soit 1 500 000 soldats, à la frontière. Au cours des mois suivants, toutes sortes de préparatifs très visibles ont été entrepris.
Des installations civiles transformées en casernes avec construction de fortifications et de défenses anti-aériennes. Les chemins de fer ont été considérablement modernisés. Avec l'arrivée croissante de troupes allemandes à la frontière, les échanges de tirs avec les troupes soviétiques se multipliaient. Lors du premier semestre 1940, 22 incidents ont eu lieu. Au second semestre, il y en a eu 187. En passant de 1940 à 1941, les signes de ce qui allait arriver devenaient plus évidents. Les chemins de fer fonctionnaient à pleine capacité pour transporter les troupes, l'artillerie et les munitions vers la frontière. En avril seulement, les autorités soviétiques ont enregistré 43 violations de leur espace aérien par des avions allemands. Parfois, si peu, ils pénétraient ou chantent jusqu'à 220 km à l'intérieur du territoire soviétique. Les violations n'ont fait qu'augmenter au fil des mois. En même temps, la Pologne occupée par les nazis était très visiblement préparée pour l'invasion. Des villes comme Varsovie et Lublin étaient en temps remplies de soldats allemands. Les routes étaient réparées et les ponts renforcés pour supporter les chars. Les Allemands ont aussi accru leur collecte de renseignements sur les défenses soviétiques. Beaucoup d'espions allemands ont été capturés. Plus de 200 espions allemands ont été arrêtés en franchissant la frontière en 1941. À la veille de l'invasion, le déploiement était absolument immense. C'était la plus grande force d'invasion de l'histoire de l'humanité. Il y avait 3,5 millions de soldats, 600 000 véhicules, 3 500 chars et 7 000 pièces d'artillerie, ainsi que près de 3 000 avions, tous stationnés juste à la frontière soviétique. Dire que c'était voyant est un euphémisme sauvage. Dans l'ensemble, je pense qu'on peut absolument dire qu'il était évident que l'invasion allait avoir lieu. Chez Hitler, un homme affichait depuis des décennies sa haine ouverte de l'Union soviétique. Les années passées, il avait envahi et conquis près de 10 pays. Certains d'entre eux, il les avait envahis après avoir auparavant promis qu'il ne le ferait pas. Maintenant, il avait amassé une armée énorme à la frontière de l'Union soviétique. Ne pas prévoir ce qui allait arriver était franchement insensé. Alors, si c'était si évident ce qui allait se passer, pourquoi Staline ne s'y attendait-il pas ? Je veux d'abord discuter si c'est vraiment vrai qu'il ne s'y attendait pas. C'est en fait une question assez compliquée et il n'y a pas de réponse claire, oui ou non. Je pense qu'on peut soutenir à la fois qu'il s'y attendait et qu'il ne s'y attendait pas, et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Je vais d'abord défendre qu'il s'y attendait. La meilleure preuve que Staline prévoyait l'invasion est qu'il a fortement renforcé l'armée soviétique dans les années précédentes. On l'oublie souvent, mais au moment de l'invasion, l'Union soviétique avait la plus grande armée du monde ainsi que le plus grand nombre de chars et d'avions. Certes, une grande partie de cet équipement était très dépassée, mais en termes de quantité pure, elle possédait plus de matériel que n'importe quel autre pays. C'est tout simplement parce que, pendant une décennie, Staline avait préparé l'Union soviétique à la guerre. Dès 1934, avant même que l'Allemagne ne commence à s'étendre, et alors que le monde était encore relativement paisible, les soviétiques n'en possédaient qu'à 3500 chars. C'est 1000 de plus que le nombre total de chars utilisés par les Allemands pour envahir la France en 1940. Dans les années 1930, Staline a fortement accru les dépenses militaires. En 1933, cela représentait 16% du budget gouvernemental. 5 ans plus tard, en 1938, cela atteignait 43%, soit presque la moitié de toutes les dépenses du gouvernement. Inutile de dire que pour une nation qui n'était pas en guerre, c'est un chiffre astronomique. Alors, à qui Staline pensait-il en construisant cette immense armée ? Il n'y a que 2 options qui ont du sens, l'Allemagne nazie et le Japon impérial. L'Union soviétique et le Japon ont eu plusieurs petits conflits frontaliers durant les années 1930. C'était une puissance agressive et expansionniste, donc il y avait une chance qu'ils envahissent. En réalité, je pense qu'on peut être sûr que Staline dépensait autant pour l'armée soviétique, car il préparait la guerre contre l'Allemagne nazie. La grande majorité de son armée était stationnée à la frontière ouest. Début 1941, avant l'invasion nazie, les soviétiques comptaient environ 2,5 millions de soldats. Inutile de dire qu'il n'y aurait aucune raison pour Staline de placer autant de troupes là-bas s'il pensait que la guerre n'allait certainement pas avoir lieu. La seule raison de le faire serait de se défendre contre une invasion.
Si Staline faisait vraiment confiance à Hitler et croyait réellement au pacte de non-agression, pourquoi dépenserait-il presque la moitié du budget soviétique dans l'armée? Cet argent aurait pu être mieux utilisé ailleurs. Renforcer l'armée n'était pas la seule façon dont Staline se préparait à la guerre. Une autre chose qu'il a faite a été d'annexer différentes régions parce qu'il voulait les utiliser comme États tampons. En juin 1940, il a annexé les 3 États baltes. D'après le pacte de non-agression avec l'Allemagne, ces États étant dans la sphère d'influence soviétique, ce qui permettait à l'Union soviétique de les envahir. Cependant, au départ, Staline s'était abstenu de le faire, voulant éviter une condamnation internationale de la part de l'Occident. Puis, lorsque la France est tombée et que la perspective d'une guerre avec l'Allemagne est devenue plus probable, Staline a décidé d'aller de l'avant avec l'annexion. Laisser ces pays indépendants représentait un grand risque pour les soviétiques. Si les Allemands les prenaient, ils pourraient approcher très près de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville la plus importante de l'Union soviétique. En juin 1940, après la chute de la France, Staline annexa la région, créant une zone tampon clé. Une chose similaire s'est produite en Bessarabie, l'actuelle Moldavie. La région appartenait alors à la Roumanie, mais après la chute de la France, Staline souhaitait en faire une zone tampon. Il a envoyé un ultimatum aux Roumains, exigeant qu'ils cèdent coin à la région ou qu'ils fassent de face à une action militaire. Les Roumains ont accepté les exigences, et ainsi l'armée soviétique est intervenue pour sécuriser la région. Ces annexions de territoires partant par Staline ont suivi immédiatement la chute de la France, ce qui n'est pas un hasard. Nous avons en fait des citations qui montrent qu'après la chute de la France, la perspective d'une guerre avec l'Allemagne préoccupait beaucoup Staline. Une citation apparaît dans les mémoires de Nikita Khrouchtchev, successeur de Staline à la tête de l'Union soviétique. Après avoir appris la chute de la France en 1940, Staline laissa échapper quelques jurons russes bien sentis et déclara que désormais Hitler allait sûrement nous écraser. Ceci prouve que Staline s'attendait à une invasion d'Hitler. Maintenant, je veux démontrer qu'il ne s'y attendait pas. Ici encore, nous avons des citations pour appuyer cette idée. J'ai mentionné plus tôt le moment où l'un de ses collaborateurs lui a dit qu'il y avait des renseignements indiquant que l'invasion était imminente, et il a alors insulté ce responsable et lui a dit d'envoyer ces renseignements à sa putain de mère. Puis, après que l'invasion a eu lieu, il a dit « Hitler ne doit sûrement pas être au courant de cela ». Une citation marquante a été faite peu avant l'invasion. À ce moment, ses généraux le suppliaient de mettre l'armée soviétique en alerte maximale. Staline a répondu avec colère. Il a dit « Nous avons un pacte de non-agression avec l'Allemagne. L'Allemagne est jusqu'au cou dans la guerre à l'ouest et je suis certain que Hitler ne risquerait pas d'ouvrir un second front en nous attaquant. Hitler n'est pas un idiot. Il sait que l'Union soviétique n'est pas la Pologne, ni la France et encore moins l'Angleterre. » Une autre preuve que Staline ne s'attendait pas à l'invasion est le fait que l'Union soviétique a continué d'envoyer des matières premières à l'Allemagne jusqu'à l'invasion. Il donnait en littéralement tant aux Allemands les ressources dont ils avaient besoin pour les combattre. Quand je dis que les expéditions ont continué jusqu'au matin même de l'invasion, je n'exagère pas. En fait, un train transportant des matières premières a même traversé la frontière vers l'Allemagne nazie après que l'invasion avait déjà commencé. L'équipage du train ne savait pas qu'ils étaient en guerre et ils ont poursuivi leur trajet comme prévu, pour être rapidement capturés par les Allemands. La quantité de matières comme matières premières que l'Allemagne nazie recevait des Soviétiques était absolument énorme. Au cours des 18 mois précédant l'invasion, l'Union soviétique a envoyé 1,5 million de tonnes de céréales, près d'1 million de tonnes de pétrole et toute une variété d'autres marchandises de précieuses. Ces approvisionnements étaient essentiels pour l'Allemagne nazie. Le blocus naval britannique aurait été paralysant sans l'approvisionnement de l'Allemagne en matières premières depuis l'Union soviétique. Une autre raison de croire que Staline ne prévoyait pas l'invasion est qu'il avait fragilisé l'armée soviétique quelques années plus tôt lors de la Grande Purge. Entre mai 1937 et septembre 1938, Staline fit juger environ 40 000 officiers pour des crimes inventés, puis les fit exécuter. Cela a fortement réduit la capacité de combat de l'armée. À la fin de la purge, un chiffre stupéfiant de 75% des officiers vaudés est en service actif depuis moins d'1 an. Inutile de dire qu'avoir autant d'officiers inexpérimentés dans ses rangs a été catastrophique pour l'armée soviétique.
Environ 2 ans après la purge, ils ont combattu la Finlande pendant la guerre d'hiver. L'armée soviétique s'est très mal comportée. Des batailles ont été perdues, malgré leur nette supériorité numérique sur l'ennemi. À la bataille de la route des Rats, ils étaient 3 fois plus nombreux que les Finlandais, mais ont tout de même perdu avec de lourdes pertes. Lors de la bataille de Taipali, les avancées maladroites des Soviétiques ont été accueillies par un feu d'artillerie et de mitrailleuses dévastateur. Les Soviétiques ont perdu près de 10 000 hommes sans rien obtenir. Cette faible performance résultait directement de la purge de Staline 2 ans plus tôt. Les officiers soviétiques inexpérimentés envoyaient souvent simplement leurs hommes dans des assauts frontaux massifs suicidaires. Les défenseurs finlandais ont pu exploiter ces tactiques plus prévisibles et tendre des embuscades. À la fin de la guerre, les Soviétiques avaient perdu environ 5 fois plus d'hommes que les Finlandais. Ils avaient subi environ 350 000 pertes contre 70 000 pour la Finlande. Les dirigeants soviétiques savaient tant que cela venait en grande partie du grand nombre de commandants incompétents dans l'armée. Selon leur évaluation, environ 40% des officiers étaient, selon leurs propres mots, des idiots, sans caractère et des lâches. Tout cela était dû à la purge de Staline. Il semble presque inexplicable que Staline ait autant affaibli l'armée soviétique s'il s'attendait à ce qu'une guerre avec l'Allemagne nazie éclate à tout moment. Enfin, peut-être la plus grande preuve que Staline ne s'attendait pas à l'invasion est qu'il n'a presque rien fait pour préparer l'armée à s'en défendre. S'il prévoyait une attaque de l'Allemagne, on pourrait s'attendre à bien des choses de sa part. On s'attendrait à une mobilisation totale de l'armée, y compris la conscription. Des défenses auraient pu être construites, comme des fossés anti-chars. De nombreuses mines auraient pu être placées dans la campagne. Une stratégie de terre brûlée aurait pu être utilisée, avec les usines et autres atouts économiques déplacés vers l'Est, afin qu'ils ne tombent pas entre les mains des Allemands. Staline n'a rien fait de tout cela. En fait, il a même interdit à ses généraux de se préparer. Cela a donné lieu à la situation absurde où les commandants soviétiques se préparaient en secret à une guerre manifestement imminente. Le maréchal Zhukov, l'un des plus hauts commandants, encourageait ses commandants locaux à faire toutes les préparations qu'ils voulaient, mais sans rien faire qui puisse fâcher Staline. Lorsque les Allemands ont finalement envahi, les défenses soviétiques étaient terriblement mal préparées. Les troupes allemandes ont en fait découvert que seulement environ 200 forts sur 1 millier étaient équipés et occupés. Des millions de soldats soviétiques étaient à la frontière mais très mal positionnés. Au lieu d'attendre dans des positions fortifiées bien défendues au cœur du territoire soviétique, les troupes s'étaient déployées en une fine ligne près du front. Cela leur laissait très peu de temps pour réagir efficacement et les rendait très faciles à encercler et à capturer. Un autre problème était que les divisions soviétiques étaient en sous-effectif. Une division d'infanterie soviétique devait compter 15 000 hommes, mais lors de l'invasion, la plupart n'en avaient qu'environ 10 000. C'est parce que le gouvernement avait été très lent à mobiliser les réservistes. Ce n'est qu'1 mois auparavant qu'ils ont appelé 800 000 hommes, mais la plupart de ces hommes n'ont pas eu le temps de rejoindre leurs unités avant l'attaque allemande. Ce manque de préparation explique en grande partie le succès initial des Allemands. En seulement 8 heures après le début de l'invasion, ils avaient détruit 1200 avions soviétiques. En une semaine, ce nombre atteignait 4600, près d'un quart de la flotte. La grande majorité de ces avions ont été détruits au sol. Si Staline leur avait permis de se préparer à la guerre, ces avions auraient pu être prêts à combattre et, même s'ils étaient de l'autre dépassés, au moins ils auraient pu décoller. Comme vous pouvez le voir, savoir si Staline s'attendait ou non à l'invasion n'est pas une question facile à répondre. Cela dit, je pense qu'on peut affirmer avec certitude qu'en juin 1941, il ne considérait pas cela comme aussi évident qu'il aurait pu le faire. Passons donc à la question de la vidéo. Pourquoi pas ? Une raison était que, tout simplement, pour l'Allemagne nazie, envahir l'Union soviétique n'avait aucun sens logique. J'ai mentionné plus tôt qu'Hitler recevait une énorme quantité de matières premières de la part de Staline. S'il envahissait, tout cela finirait. L'Allemagne dépendait fortement des livraisons soviétiques pour sa guerre contre la Grande-Bretagne.
Elle avait effectivement beaucoup à perdre en envahissant. En fait, seulement un mois avant l'invasion, Staline a découvert que le ministre allemand de l'économie avait déclaré que l'Allemagne nazie devait élargir ses liens économiques avec l'Union soviétique. Hitler n'aurait sans doute pas fait l'imprudence de mordre la main qui le nourrissait. Je pense que Staline a sous-estimé à quel point Hitler était idéologique. Staline lui-même était très idéologique, fanatiquement attaché à son idéologie communiste. Cependant, il pouvait aussi être assez pragmatique. Lors des négociations, il comprenait bien son pouvoir et ne surestimait pas ses atouts. Je pense que Staline a peut-être supposé que Hitler agirait de la même manière, qu'il serait rationnel et ne voudrait pas perdre toutes les ressources qu'il recevait. Cela expliquerait pourquoi Staline n'a pas anticipé l'invasion. Cependant, cela laisse encore une question importante. Comment Staline a-t-il expliqué l'énorme accumulation militaire à la frontière ? Que pouvaient en faire ses forces, sinon se préparer à une invasion ? Staline pensait qu'au lieu d'envahir, l'Allemagne nazie utiliserait ses forces pour faire chanter l'Union soviétique. L'idée était que Hitler menacerait d'envahir pour obtenir davantage de concessions des soviétiques. Dans les mots de Staline, le déclenchement réel des activités militaires sera précédé d'un ultimatum au gouvernement soviétique. Il pensait que Hitler demanderait plus de ressources et peut-être de terres. Il pensait que les Allemands n'envahiraient que s'ils refusaient leurs demandes. De nombreux rapports des renseignements soviétiques confirmaient cette idée. Près de la moitié d'entre eux suggéraient que la guerre n'était pas inévitable et que les Allemands voulaient en réalité la diplomatie. Les services de renseignement soviétiques ont écarté les rumeurs selon lesquelles l'Allemagne nazie s'apprêtait à envahir, affirmant qu'elle visait, je cite, à créer une atmosphère de nervosité à Moscou afin de préparer le terrain pour tenter d'obtenir de nouvelles concessions du gouvernement soviétique. Ce n'était pas la seule erreur des espions soviétiques. En fait, les services de renseignement soviétiques ont eu des performances extrêmement médiocres à l'approche de l'invasion. Certains disaient de même à Staline que cela n'arriverait pas. Le chef des renseignements soviétiques, Vsevolod Merkoulov, était l'un des plus incompétents. En décembre 1940, alors qu'Hitler préparait l'invasion de l'Union soviétique, des espions soviétiques à Berlin commencèrent à recueillir des informations à ce sujet. L'ambassadeur soviétique a même reçu une lettre anonyme contenant des informations détaillées sur les plans d'invasion. Les espions ont tenté d'informer Moscou. L'un d'eux a explicitement dit à Moscou que l'invasion arrivait et que ces informations, selon ses propres mots, ne reposaient pas sur des rumeurs mais sur une directive écrite spéciale de Hitler. Le chef du renseignement soviétique a toutefois rejeté l'information. Il a dit à l'agent « Vous exagérez beaucoup ». Au fil des mois, alors que l'invasion devenait de plus en plus évidente, le chef du renseignement continuait de nier qu'elle allait avoir lieu. Le 25 mai, moins d'un mois avant l'invasion, il a informé Staline que 200 divisions allemandes étaient concentrées à la frontière soviétique. Cependant, il a ensuite relativisé cela, affirmant à Staline que la guerre était improbable car, selon lui, Hitler ne pouvait risquer un conflit avec l'Union soviétique de peur de briser l'unité du parti nazi. Aussi insensé que soit le chef du renseignement, il n'était pas seul. Beaucoup d'autres espions disaient aussi des choses totalement incorrectes. Un ouvrier d'une centrale électrique à Berlin, considéré comme une source fiable, affirmait que Hitler cherchait à conclure un accord commercial de 90 ans avec l'Union soviétique. En échange, l'Allemagne autoriserait l'Union soviétique à contrôler la Turquie et la Finlande. Un officier allemand devenu espion soviétique affirmait qu'une attaque allemande, si elle avait lieu, serait limitée et seulement un avertissement. Bien sûr, ces rapports étaient non seulement faux, mais totalement absurdes. Qui croirait que l'Allemagne, déjà en guerre à l'Ouest, masserait 3 millions de soldats à la frontière soviétique juste pour sécuriser un accord commercial ? Pourquoi les agents du renseignement soviétique faisaient-ils de telles déclarations insensées ? Pourquoi étaient-ils si incompétents ? La réponse, je l'ai déjà évoquée, la grande purge de Staline de 1936. Cela a gravement perturbé les réseaux de renseignement soviétiques. Pendant cette période de violence chaotique et irrationnelle, de nombreux agents expérimentés ont été exécutés ou renvoyés, laissant le service composé d'officiers inexpérimentés et mal formés. Par exemple, l'un des postes les plus importants était celui de chef du service secret à Berlin. Pour ce poste, on voulait l'excellence,
mais il a été confié à Amiak Kobelov, inexpérimenté et incompétent. Koblov n'a pas réussi à établir de nouveaux réseaux de renseignement à Berlin et s'est plutôt appuyé sur d'anciens contacts que les nazis connaissaient déjà. Ce n'était pas le pire. L'une des sources que Kobelov jugeait la plus fiable était en fait un agent double fournissant de fausses informations au Kremlin. Ribbentrop, le haut responsable nazi, s'est même vanté. Nous pouvons transmettre toutes les informations que nous voulons à cet agent. Bien sûr, toutes ces informations retournaient à Moscou. Outre leur incompétence, les espions soviétiques craignaient tellement Staline qu'ils redoutaient de lui rapporter de mauvaises nouvelles. Ils avaient raison d'avoir peur. Staline faisait effectivement renvoyer les gens s'ils lui disaient des choses qu'il ne voulait pas entendre. Par exemple, quand un nouveau chef d'état-major a averti Staline de l'impréparation de l'armée face aux Allemands, Staline s'est mis très en colère. Il a répondu que le vrai problème était que le chef d'état-major était incompétent et l'a immédiatement remplacé. Ce genre de comportement signifiait que les rapports qui parvenèrent à Staline étaient soigneusement filtrés pour correspondre à ses illusions. On lui a donné une fausse image selon laquelle tout était sous contrôle. Parfois, les rapports des services de renseignement étaient même modifiés afin de ne pas mettre Staline en colère. En mai 1941, un agent soviétique a informé Moscou qu'Hitler avait décidé d'attaquer l'Union soviétique et d'annexer ses territoires européens. Sa déclaration a été modifiée de façon à laisser entendre qu'il y avait une possibilité de négociation pour faire changer d'avis Hitler. Le Kremlin est finalement devenu une chambre d'écho dominée par la pensée de groupe. Les théories sont devenues fantaisistes. Selon une théorie, les rapports sur l'invasion allemande seraient un complot britannique pour détériorer les relations entre Hitler et Staline. Molotov a même déclaré à l'ambassadeur japonais que les rumeurs d'une attaque allemande imminente n'étaient en rang que de la propagande britannique et américaine et qu'elles étaient totalement infondées. Les services de renseignement soviétiques étaient totalement désorganisés avant l'invasion allemande, rendant difficile la compréhension de la situation par les soviétiques. Ce n'était pas seulement de l'incompétence soviétique, les services de renseignement allemands ont en fait très bien travaillé. Ils ont réussi à diffuser une énorme quantité de désinformation, ce qui a encore plus embrouillé les soviétiques. En fait, Joseph Goebbels, l'infâme ministre nazi de la propagande, était tellement fier de cet accomplissement qu'il a écrit dans son journal « Nous avons réussi à produire un torrent immense de faux rapports ». Les spéculations du journal ont embrouillé les choses, et ils ne peuvent plus confirmer ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est l'ambiance qu'il nous faut. Les Allemands ont mis en place un réseau complexe de tromperies, mêlant mensonges, démentis et informations contradictoires pour semer la confusion chez les Soviétiques. Donc ce sont là quelques facteurs qui permettent d'expliquer le fait apparemment inexplicable que Staline n'ait pas considéré l'invasion comme évidente alors qu'elle l'était clairement. À certains égards, je pense en fait qu'au lieu de croire que Staline pensait sobrement qu'Hitler n'envahirait pas, il était bien plus dans le déni. C'est compréhensible. Pour l'Union soviétique, l'invasion nazie fut, c'est peu dire, une très mauvaise nouvelle. Parce que nous savons ce qui s'est passé et que nous avons du recul, il est facile de penser que la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne était acquise, que cela allait forcément arriver. Il est important de se rappeler que lorsque l'opération Barbarossa a eu lieu et que ces 3 millions d'hommes ont franchi la frontière, rien ne garantissait que les soviétiques allaient gagner en Arari. L'Allemagne venait tout juste de soumettre une dizaine de pays, dont la France, l'un des pays les plus avancés de l'époque. Il n'aurait certainement pas semblé évident à qui que ce soit que les soviétiques finiraient par triompher. Même Winston Churchill pensait que l'Union soviétique serait vaincue assez rapidement. Les habitués de la chaîne savent que j'ai déjà fait une vidéo sur comment l'Allemagne nazie aurait pu battre les soviétiques. L'un des principaux arguments que j'ai avancé dans cette vidéo est que si l'Amérique n'avait pas soutenu l'Union soviétique, il y a de fortes chances qu'elle aurait perdu. Cette vidéo a reçu de nombreuses critiques dans les commentaires. Beaucoup de gens étaient vraiment catégoriques sur le fait qu'il n'y avait aucune chance qu'Hitler puisse gagner. Malgré tout, je maintiens totalement ce que j'ai dit dans la vidéo. L'une des raisons pour lesquelles je suis aussi confiant, c'est qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi et qui en sait vraiment beaucoup sur le sujet. C'est un homme dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'appelle Joseph Staline. Effectivement, Staline a reconnu que sans l'aide américaine, les soviétiques auraient perdu la guerre. La citation provient de la conférence de Téhéran de novembre 1943. Les dirigeants alliés étaient à un dîner pour célébrer l'anniversaire de Churchill, et Staline a dit ceci : «
Les choses les plus importantes dans cette guerre, ce sont les machines. Les États-Unis ont prouvé qu'ils pouvaient en produire de 8 000 à 10 000 avions par mois. La Russie ne peut en fabriquer que 3 000 par mois. L'Angleterre en produit entre 3 et 3 500, principalement des bombardiers lourds. Les États-Unis sont donc un pays de machines. Sans ces machines fournies par le pré-bail, nous perdrions la guerre. Peut-être que cette citation ne suffira pas à convaincre tous les experts militaires dans les commentaires YouTube. Staline était un homme politique, non un militaire. Ils en savent sûrement plus que lui. Si c'est le cas, alors écoutons un homme qui était absolument un expert militaire, le maréchal soviétique Georgi Zhukov. Zhukov a aussi affirmé que l'Union des républiques socialistes soviétiques aurait perdu sans l'aide américaine. En 1963, lors d'une interview avec un correspondant de guerre, il a dit « Aujourd'hui, certains disent que les Alliés ne nous ont pas vraiment aidés. Mais écoutez, on ne peut pas nier que les Américains nous ont envoyé du matériel, sans lequel nous n'aurions pas pu équiper nos armées tenues en réserve ou continuer la guerre. » Si vous souhaitez une citation supplémentaire, en voici une du successeur de Staline, Nikita Khrouchtchev. Il a dit « Je souhaite donner mon avis sur les Wunderkind de Staline, sur la capacité de l'armée rouge et de l'Union soviétique à affronter l'Allemagne nazie et à survivre à la guerre sans l'aide des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. » Tout d'abord, j'aimerais parler de certaines remarques que Staline a faites et répétées plusieurs fois lorsque nous discutions librement entre nous. Il a affirmé que sans l'aide des États-Unis, nous n'aurions pas gagné la guerre. Face à l'Allemagne nazie seule, nous n'aurions pas résisté à sa pression et aurions perdu la guerre. Lorsque j'ai écouté les remarques de Staline, j'étais entièrement d'accord avec lui et aujourd'hui je le suis encore plus. Pourquoi est-ce que j'en parle ? La raison pour laquelle c'est pertinent pour cette vidéo, c'est que pendant la période précédant l'invasion allemande de la Russie et dans l'immédiat après, il n'y avait absolument aucune raison de penser que l'Amérique viendrait un jour en aide à l'Union soviétique. À cette époque, l'Amérique n'était pas en guerre et rien ne laissait penser qu'elle le serait. Elle avait observé la France, un pays avec lequel elle avait des liens historiques, être subjuguée par l'Allemagne nazie sans lui venir en aide. Elle avait commencé à fournir une aide militaire à la Grande-Bretagne depuis seulement 3 mois. Bien sûr, ce qui a réellement poussé l'Amérique à entrer en guerre, c'est l'attaque du Japon à Pearl Harbor, 6 mois après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne. Il est évident que Staline et les dirigeants soviétiques ignoraient totalement qu'une telle attaque surviendrait un jour. Sans cette attaque, l'Amérique ne serait peut-être jamais venue en aide à l'Union soviétique. En résumé, ce que j'essaie vraiment de vous faire comprendre, c'est que le 22 juin 1941, lorsque ces 3 millions d'Allemands ont commencé à envahir l'Union soviétique, il était extrêmement possible, voire même probable, que l'Union soviétique perde réellement. Un an plus tôt, ils avaient difficilement gagné contre la Finlande et affrontaient maintenant une armée ayant vaincu la France en 6 semaines. Je pense que lorsque nous gardons ces faits à l'esprit et que nous nous mettons vraiment à la place de Staline, son comportement devient beaucoup plus compréhensible. S'il pensait qu'il y avait de très fortes chances qu'il perde la guerre, il devient tout à fait logique qu'il ait voulu faire absolument tout son possible pour éviter de provoquer l'Allemagne nazie. C'était en partie pourquoi il refusait de préparer l'armée, pensant que cela provoquerait Hitler. Il y a en fait une excellente citation qui appuie cela. Staline a dit cela à son ministre de la Défense, Timochenko, après que ce dernier ait proposé de renforcer les défenses à la frontière. Staline l'a humilié devant la direction en disant « Timochenko est un homme bien avec une grosse tête mais apparemment un petit cerveau. Il prépare tout le monde à la guerre et il aurait dû être fusillé pour cela. Si quelqu'un provoque les Allemands en déplaçant des troupes sans ma permission, des têtes vont tomber. Retenez bien mes paroles. » Comme vous pouvez le voir, la priorité absolue de Staline était de ne pas provoquer les Allemands, et si l'on considère qu'il était tout à fait possible que les Allemands gagnent la guerre, cela a parfaitement du sens. En gardant cela à l'esprit, d'autres choses me s'éclaircissent. Il devient tout à fait compréhensible que Staline ait continué les livraisons de matières premières à l'Allemagne. Cela faisait partie de la tentative désespérée de les empêcher d'envahir. Cela explique également certains comportements de Staline après le début effectif de l'invasion. Lorsqu'il a quitté Moscou et s'est retiré dans sa datcha, peut-être qu'il a abandonné son poste non pas par choc ou surprise, mais en réalité par simple défaitisme. Il pensait peut-être que tout était fini. De même, lorsqu'il fait une déclaration absurde comme « sûrement Hitler n'est pas au courant de cela »,
Je ne pense pas qu'il faille la voir comme une évaluation réfléchie de ce qu'il considérait vraiment probable. C'était plutôt l'expression d'un homme s'accrochant désespérément à l'espoir que la réalité terrifiante qu'il voyait devant lui n'était pas vraiment vraie. Merci.